L'autre jour, il m'est arrivé un truc pas cool. Vraiment pas cool. Le genre de moment où ton esprit passe de super content à absolument dégoûté en l'espace de quelques secondes. Pour vous expliquer concrètement, j'étais en train de faire du bug bounty sur un site de Microsoft. Si vous connaissez pas le bug bounty, je vous invite à mettre en pause cette vidéo et à regarder plutôt celle-ci, dans laquelle je reviens sur mes 3 premiers mois de bug bounty. J'étais donc sur le site de Microsoft à la recherche de vulnérabilités sympathiques à trouver, quand soudain je finis par en trouver une pas trop mal, une XSS réfléchie. Une XSS, c'est une vulnérabilité à l'aide de laquelle on peut exécuter du code sur le navigateur de la victime. En règle générale, on cherche à exécuter plutôt du JavaScript. Pourquoi ? Parce que avec le JavaScript, on peut récupérer éventuellement des cookies de session qui ne sont pas protégés, ou alors même exécuter des actions à la place de l'utilisateur, à la place de la victime. Par exemple, si je trouvais une vulnérabilité XSS sur YouTube, je pourrais faire en sorte d'exécuter du JavaScript sur votre navigateur, qui fait que vous vous abonnez automatiquement à ma chaîne YouTube. Et bah là, j'ai trouvé une vulnérabilité comme ça sur un site de Microsoft, un site ultra connu où il y a des millions et des millions de visiteurs chaque jour. Forcément, je vous laisse imaginer que j'étais plutôt content, on va pas se mentir. En gros, il suffisait que quelqu'un clique sur mon lien pour que je prenne le contrôle total de son compte. Rien que ça. Immédiatement, je commence à rédiger un rapport de bug bounty. Je laisse un maximum de détails pour que de leur côté, le bug soit le plus simple possible à reproduire, et j'attends. Et le lendemain, j'ai une réponse qui me satisfait pas vraiment. Malheureusement, votre rapport ne semble pas être une vulnérabilité de sécurité, blablabla. Et là, j'avoue que je comprends pas vraiment. Je me dis, mais comment ça ? Comment ça, c'est pas une vulnérabilité ? Je peux littéralement prendre le contrôle de quelqu'un en le faisant cliquer sur un lien. C'est gravissime. Et c'est pas comme si je devais faire en sorte que la victime, elle doive installer quelque chose ou des choses comme ça. Là, elle doit juste cliquer sur un lien. On le fait tous les jours. D'ailleurs, ne le faites pas justement pour cette raison-là, mais on va pas se le cacher, on le fait tous. Heureusement, je garde un petit peu d'espoir parce que dans le mail que j'ai reçu, il y avait une petite phrase qui disait un truc du genre si vous pensez que c'est une erreur, vous pouvez resoumettre le rapport ici. Évidemment, ni une ni deux, je resoumets mon rapport via le lien qui était dans le mail, et le lendemain, la même chose, refusé. Donc là, je commence à me poser des questions, je reprends mon rapport de A à Z, je réeffectue chacune des actions que je décris dans mon rapport, mais tout semble encore fonctionnel, du coup, je resoumets le rapport une 3e fois, et le lendemain, rien à faire, c'est toujours refusé. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu au bout de ma vie à ce moment-là. Et j'en discute avec quelqu'un qui fait un petit peu de bug bounty aussi de temps en temps, et il me dit que c'est quelque chose qu'il a déjà rencontré dans des boîtes qui auto-hébergent leur plateforme de bug bounty, de lire le rapport en diagonale et de le fermer s'ils ne voient pas immédiatement l'impact que ça peut avoir en termes de sécurité pour leur site. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'une boîte qui auto-héberge sa plateforme de bug bounty. En fait, il en existe plein des plateformes de bug bounty. Il y a YesWeHack dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le bug bounty. Il y a Bugcrowd, il y a HackerOne qui est la plus connue. Et le gros avantage de ces plateformes, c'est qu'il y a une grosse communauté de hackers dessus. Donc si vous êtes un site qui est pas très connu, ça va vous permettre de donner énormément de visibilité auprès de la communauté des hackers sur votre site. Et donc il va y avoir plus de personnes bien intentionnées qui vont tester la sécurité de votre site, vous trouverez vos vulnérabilités plus vite, et surtout vous les trouverez avant les individus mal intentionnés. Donc les plateformes de bug bounty, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont monétiser cette visibilité qu'elles offrent aux entreprises. Elles vont faire payer les sites qui veulent être listés sur leur site internet, sur leur plateforme. Mais quand vous êtes Microsoft, vous avez aucun intérêt à payer une plateforme de bug bounty pour avoir de la visibilité. Tout le monde connaît Microsoft. Donc ce que vous faites, c'est que vous créez votre propre plateforme de bug bounty spécialement pour vos sites. Et c'est exactement ce que fait Microsoft, ce que fait Google, ce que fait Meta. Et ça, c'est super pour eux parce qu'ils économisent de l'argent, mais c'est un petit peu moins bien pour les hackers. Et ouais, parce que ça veut dire que si t'es pas d'accord avec l'avis de la personne qui lit ton rapport, t'as aucun recours. Tu peux pas contacter YesWeHack par exemple pour leur demander d'être médiateur sur ton rapport, c'est Microsoft qui contrôle tout de A à Z, et s'ils décident de refuser ton rapport, ils refusent ton rapport, point final. Et en plus de ça, Microsoft, c'est Microsoft quoi, c'est pas joli rigolo. Il y a énormément de hackers qui vont envoyer des rapports de sécurité à Microsoft, et donc la pauvre personne qui doit les lire derrière, elle a très peu de temps en fait pour pouvoir prendre une décision. Si elle veut être efficace, elle doit lire le rapport en diagonale, et décider si c'est un vrai rapport ou non, dans les peut-être, les 20 premières secondes. Du coup, avec ça dans la tête, j'ai tenté une autre stratégie qui consistait à faire un titre un petit peu plus aguicheur, à mettre beaucoup plus d'infos dès le début pour que la personne ait envie de passer peut-être 10 minutes de plus à lire en profondeur mon rapport, mais malheureusement, ça n'a pas marché. J'en discute un petit peu avec un collègue de Bug Bounty, et il me conseille de faire une vidéo POC, une vidéo de 15-20 secondes maximum, dans laquelle je présente ce que peut faire la vulnérabilité. Je montre en détail l'impact que peut avoir la vulnérabilité si elle est exploitée. Donc dans mon cas, ce que je fais, c'est que je fais une vidéo de 20 secondes dans laquelle je montre que quand le client clique sur mon lien,
j'ai accès complet à sa session. Et figurez-vous que ça a marché, mon rapport a été accepté et payé. Donc cette petite mésaventure qui finit bien, elle m'a permis de me rendre compte qu'en fait, fournir une preuve visuelle vidéo de préférence, c'est super important dans un rapport de bug bounty. Mais il y a un petit problème parce que la XSS en soi, ça peut être quelque chose de visuel. Mais démontrer son impact, c'est beaucoup plus compliqué visuellement. Alors c'est assez facile quand la vulnérabilité te permet de récupérer le cookie de session. T'as juste à l'ajouter à ton propre navigateur et ensuite tu peux effectuer des actions exactement comme le client. C'est super visuel, c'est intuitif, on comprend ce qui se passe. Mais lorsque le cookie a le flag HTTP only, on ne peut pas le récupérer avec du JavaScript et donc c'est mort. T'es obligé de faire toutes tes actions directement dans ton payload JavaScript et donc tu perds le côté visuel de la chose. Pour reprendre l'exemple de YouTube, si j'arrive à faire une XSS qui fait que quand vous cliquez sur mon lien, ça poste automatiquement un commentaire sur une de mes vidéos, il y a un vrai enjeu de sécurité, mais c'est beaucoup plus compliqué à démontrer en 15-20 secondes sans perdre la personne qui regarde la vidéo. Mais c'est à ce moment-là que j'ai appris l'existence de Session Hijacking Visual Exploitation. C'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez voir en direct ce que la personne est en train de faire sur le site, ou alors vous pouvez effectuer des actions à sa place comme si vous étiez connecté au compte de la victime, et ça même si le cookie présente le flag HTTP only. Et ça c'est super fort. Du coup je me suis dit que j'allais tester cet outil. Et c'est un enfer. Déjà, rien que pour l'installer j'ai galéré, c'est du Node.js donc il y a des dépendances de partout. J'ai voulu l'installer sur un Raspberry Pi, mais c'était pas compatible avec l'architecture de processeur du Raspberry. Du coup, au final, je l'ai installé sur mon PC perso. Quand j'ai voulu l'utiliser, il y a plein de sites qui ne marchaient pas ou qui marchaient qu'à moitié. Et en plus de ça, c'est impossible à débugger pour pouvoir comprendre ce qui n'a pas fonctionné, parce que l'outil utilise son propre navigateur intégré, donc sans les DevTools qui sont super pratiques sur Chrome ou sur Firefox, donc forcément ça aidait pas à comprendre ce qui fonctionnait pas. Pourtant vraiment l'idée elle est géniale, regardez comment ça marche. La victime joue le payload XSS, qui va ouvrir une connexion WebSocket avec un serveur de l'attaquant. L'attaquant il va faire passer ses requêtes web via un proxy. Ces requêtes donc captées par le proxy, elles vont être envoyées au client par le biais de la connexion WebSocket et traduite sous forme d'ordre. Le client qui reçoit ces ordres, il va les exécuter, donc il va exécuter en fait les requêtes, et donc directement depuis son navigateur. Donc ça veut dire que toutes les requêtes sont effectuées dans le contexte d'authentification du client. C'est du génie parce que même si vous pouvez pas récupérer le cookie via du JavaScript parce que le cookie a le flag HTTP only, vous en avez plus besoin en fait, parce que le navigateur de la victime, il va automatiquement ajouter à la volée les cookies de session de la victime, et ce à chaque requête, donc c'est exactement comme si vous étiez directement dans le navigateur de la victime et que vous faisiez vos requêtes depuis le navigateur de la victime. Et ce qui est génial, c'est qu'on pourrait même imaginer un scénario où la victime, en fait, elle a accès à un site web qui est protégé par un pare-feu. Donc par exemple, il n'y a que la victime et les personnes qui sont connectées au réseau privé de la victime qui peuvent y accéder. On peut imaginer, que la victime, elle travaille chez Microsoft, par exemple. Microsoft, ils utilisent GitLab en interne, donc c'est inaccessible sans être sur leur réseau privé. Si vous trouvez une XSS sur GitLab Enterprise, et que vous arrivez à faire en sorte que la victime, elle trigger la XSS sur son instance interne de GitLab, en tant qu'attaquant, vous pouvez consulter le GitLab interne de Microsoft, exactement comme si vous étiez sur le navigateur de la victime. Vous avez littéralement un tunnel proxy qui vous infiltre dans le réseau privé de la victime. C'est vraiment du pur génie. Mais le fait que l'outil ne marche pas bien et que j'ai pas les outils de développement pour débugger ce qui se passe, ça m'a un peu refroidi, ça a un peu cassé la hype que j'avais autour de ce sujet-là. Mais je me suis pas laissé abattre et j'ai décidé de redévelopper l'intégralité du projet en Python, parce que je préfère Python pour les petits outils comme ça, et surtout sans cette espèce de navigateur custom qui a pas les DevTools et qui marche même pas si bien en fait. Du coup, je vous présente Session Hijacking Visual Exploitation dans sa version Python. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple à installer, il y a tout qui est dans le README. Il y a littéralement que 3 dépendances directes. Honnêtement, en quelques minutes, vous pouvez tester le truc. Pour le lancer, c'est ultra simple, vous faites un python server.py. Il n'y a aucun autre argument, il y a juste un fichier de config, mais qui est fonctionnel, moi c'est celui que j'utilise à chaque fois, donc en fait vous n'êtes même pas obligé de le modifier. Et je peux vous faire une démo, on peut imaginer que, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, j'ai trouvé une vulnérabilité sur YouTube, j'ai juste, donc là je simule le fait que j'ai une XSS, donc je vais exécuter le script comme ça via la console JavaScript. Du côté hacker, si je refresh la page, on voit que j'ai une nouvelle victime, j'ai juste à cliquer sur le gros bouton rouge là, donc là le navigateur de droite, celui du hacker, il passe par un tunnel proxy qui mène dans le navigateur de gauche. Et voilà, je suis arrivé sur YouTube et regardez, je suis même connecté. Si j'ai envie, je peux rechercher mon nom dans la barre et même m'abonner à ma propre chaîne. Je peux aller dans les réglages pour obtenir des infos privées. C'est ultra visuel et en plus de ça, ça fonctionne plutôt bien, en tout cas selon moi. À titre de comparaison, ça c'est ce que j'obtiens quand je fais la même chose sur le projet original.
On voit que j'ai des miniatures qui marchent pas. Quand je clique sur le bouton pour accéder à mon profil, ça fonctionne pas. Quand j'essaie de rechercher une vidéo, ça marche pas. Ça me dit que je suis hors connexion, alors que, visiblement non, puisque j'ai accès à internet. Donc c'est vraiment pas fou. Et c'est impossible de débugger parce que je suis dans un navigateur custom, là vous voyez, c'est pas une fenêtre Firefox ou Chrome. C'est vraiment pas pratique. Donc si vous aimez bien ma reprise de ce projet-là, mon fork sans être un vrai fork, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez tester l'outil puisque le lien est dans la description. Bon, je vous préviens, je suis pas un très bon développeur, donc vous allez sûrement vous arracher les cheveux en lisant le code, mais l'outil est selon moi fonctionnel, c'est un outil qui dépanne, j'ai pas cherché à optimiser de fou parce que je m'en sers juste pour faire des POC vidéo. Donc vraiment c'est que sur du localhost et dans le cadre de Bug Bounty. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais c'est vrai qu'une petite vidéo avant la fin de l'année ça fait pas de mal. Dans tous les cas je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, à la prochaine.